Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros chapitre du programme, notre relation avec les écosystèmes. Vous savez, on a souvent l'impression que la nature, c'est quelque chose d'extérieur, un joli décor pour nos vacances. Mais en réalité, chaque seconde, elle travaille pour nous et gratuitement en plus. On va voir ensemble que c'est une relation, complexe. Une histoire de dépendance, d'impact et, heureusement, aussi d'espoir. Allez, c'est parti. Alors, pour commencer, je vous pose une question toute simple. Pensez à votre journée, là, depuis ce matin. Qu'est-ce que la nature vous a offert sans que vous ayez à sortir votre carte bleue? Bon, évidemment, il y a l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, mais derrière ces évidences se cache un concept scientifique qui est absolument fondamental. Et ce concept, le voici, le service écosystémique. C'est un terme un peu technique, mais l'idée est simple. C'est tous les bénéfices, tous les avantages qu'on tire du simple fait qu'un écosystème fonctionne. C'est comme si la planète nous offrait un abonnement illimité à des services vitaux. Vraiment, comprendre ça, c'est la clé pour saisir à quel point on est connecté à la santé de la planète. Alors, pour y voir plus clair, les scientifiques ont rangé ces services dans 4 grandes boîtes, 4 grandes catégories. D'abord, il y a les services d'approvisionnement. C'est tout ce que la nature nous fournit directement, comme le bois, la nourriture. Ensuite, les services de régulation, c'est ce qu'elle fait pour nous en coulisses, comme purifier l'air ou réguler le climat. Troisième boîte, les services culturels. Là, c'est plus immatériel, c'est la beauté d'un paysage, le bien-être d'une balade en forêt. Et enfin, les services de soutien. La base de tout, le socle invisible qui permet aux 3 autres d'exister, comme la formation des sols par exemple. Allez, pour que ce soit bien concret, vous voyez le bois qui sert à construire une maison? Service d'approvisionnement, direct. Le petit parc au milieu de la ville qui fait baisser la température en été, ça, c'est un service de régulation et il est précieux. Et la balade en forêt du dimanche pour décompresser, service culturel, essentiel pour notre équilibre mental. Vous voyez, ces services sont partout, tout le temps. Bon, ça c'était la partie un peu idyllique. Le problème, évidemment, c'est qu'en profitant de tout ça, nos activités humaines laissent une trace, une empreinte. Et on va voir maintenant que cette empreinte, malheureusement, est souvent destructrice. Ce graphique, il est sans appel. Regardez bien. Pendant des siècles, la courbe reste assez basse, et puis, au XXe siècle, c'est l'explosion. La courbe monte en flèche. Ça, c'est la signature de la révolution industrielle, de la mondialisation, d'une soif de ressources qui semble sans fin. C'est une visualisation directe de notre impact sur les forêts du monde. Et maintenant, regardons ce que ces chiffres veulent dire sur le terrain. Voilà Madagascar. À gauche, en 1953. À droite, à peine 60 ans plus tard. Tout ce qui est vert, c'est la forêt. Le changement est radical. En une seule vie humaine, la moitié de ce trésor de biodiversité a tout simplement disparu. C'est une perte immense, pas seulement pour les animaux, mais aussi pour tous les services que cette forêt rendait. Mais attention, l'impact n'est pas que visuel. Pour comprendre les conséquences cachées, on va analyser ensemble une expérience scientifique célèbre. C'est un cas d'école, le genre de document que vous pourriez tout à fait avoir au bac. On a coupé une forêt à blanc et on a mesuré ce qui se passait dans l'eau du ruisseau qui en sortait. C'est un super entraînement à l'analyse de documents. Alors face à un document comme ça au bac, on ne panique pas. On applique la méthode en 3 temps. 1. J'observe. Qu'est-ce que je vois? Je vois que la concentration en nitrate, avant la coupe, est basse et stable. Et qu'après la coupe, à partir de 1966, elle explose littéralement. C'est une observation factuelle, je décris le graphique. Deuxième étape, je mets en relation. Là, je mobilise mes connaissances. Pourquoi? Je sais que la forêt, avec ses racines et son sol, agit comme une éponge et un filtre. Si on enlève la forêt, plus rien ne retient les nitrates qui sont lessivés et partent directement dans l'eau. Et enfin, troisième étape, je conclus. Je réponds à la question posée. La déforestation entraîne une forte augmentation des nitrates dans l'eau, elle dégrade donc la qualité de l'eau. C'est ce raisonnement clair et structuré qu'on attend de vous. Et notre impact ne se limite pas à la destruction directe, comme couper une forêt. En modifiant le climat global, on perturbe les équilibres de façon plus subtile. Prenez cette carte de la chenille processionnaire du pin. Avant, elle était plutôt dans le sud de la France. Et regardez comment elle a grignoté le territoire vers le nord au fil des ans. Pourquoi? Parce que le réchauffement climatique lui offre des hivers plus doux. Elle peut donc survivre dans des régions où elle gelait avant. C'est l'exemple parfait d'une perturbation globale, le climat, qui a des conséquences très locales. Bon, le constat est assez lourd, je vous l'accorde. Mais attention, le but n'est pas de vous déprimer. L'humanité n'est pas qu'une force de destruction. On a aussi une intelligence, une capacité d'ingénierie pour protéger, gérer et même réparer les écosystèmes. C'est ce qu'on va voir maintenant. Regardez cette image, moi je la trouve géniale. C'est un symbole très fort de notre capacité à innover. On a un problème, on a construit une autoroute qui coupe un écosystème en deux. C'est une barrière infranchissable et mortelle pour beaucoup d'animaux. La solution? Un éco-pont. On ne se contente pas de faire un pont, on recrée un morceau de nature par-dessus l'autoroute. C'est ce qu'on appelle un corridor écologique. On reconnecte ce qu'on a séparé. Eh bien, c'est démanche.
qui consiste à utiliser notre connaissance de la nature pour réparer nos propres erreurs, ça porte un nom, c'est l'ingénierie écologique. L'idée, elle est super puissante. Au lieu de se battre contre la nature, on travaille avec elle. On observe comment elle fonctionne, comment elle se répare toute seule, et on l'aide à aller plus vite. Et concrètement, l'ingénierie écologique, ça peut prendre plein de formes. Ça peut être de la protection, en créant des parcs nationaux, des sanctuaires. Ça peut être de la restauration. Après un incendie, par exemple, on peut aider le milieu à cicatriser. Ou encore, on peut accélérer les processus naturels en replantant des espèces locales pour relancer plus vite un écosystème. L'objectif est toujours le même, aider la nature à retrouver son équilibre. Et puis, il y a un autre argument, qui peut paraître un peu bizarre, mais qui est très efficace. Parler d'argent. Certains économistes se sont amusés à calculer la valeur monétaire des services écosystémiques. Regardez, le travail de pollinisation d'une abeille qui nous permet d'avoir des fruits et des légumes s'est estimé à plus de 100 € par an et par ménage. En mettant un prix sur ces services gratuits, on montre que détruire la nature, ça a un coût économique bien réel. Allez, on arrive à la fin. Il est temps de faire le bilan, de rassembler toutes les pièces du puzzle pour avoir une vision globale de cette relation si particulière entre l'humanité et les écosystèmes. Ce schéma, il résume absolument tout ce qu'on vient de dire. Au centre, vous avez le moteur, les écosystèmes qui produisent les services. À gauche, nos activités humaines qui perturbent ce moteur, qui l'abîment, ce qui, en retour, diminue les services dont on dépend. Et à droite, notre capacité de réponse, l'ingénierie écologique, les actions de gestion et de restauration qui permettent de réparer le moteur. C'est une boucle, vous voyez ? Une boucle d'interaction permanente. Donc si on doit retenir une seule chose, c'est cette double nature de notre espèce. D'un côté, on a cette capacité incroyable de perturber les équilibres. Et en faisant ça, on se tire une balle dans le pied, puisqu'on se prive des services dont on a besoin. Mais de l'autre côté, on a aussi la connaissance scientifique et la capacité technique d'agir pour protéger et restaurer cet équilibre. C'est notre plus grande responsabilité. Et je vous laisse avec cette question qui dépasse un peu la science. Face à cet équilibre fragile de la planète, l'espèce humaine a deux options. Soit on se comporte comme un parasite qui finit par épuiser et tuer son hôte, soit on décide d'être un gardien intelligent, une sorte de gestionnaire bienveillant de notre propre maison. Lequel de ces deux rôles allons-nous choisir de jouer ? C'est sans doute le plus grand défi de votre génération.